les titres de l'actualité. À la une, actualité politique, le ministre de l'administration du territoire s'explique sous le rôle de son département face aux questions politiques de la nation. Face à la presse, général Bourema Condé a également évoqué le contentieux UFR et les autres partis. Poursuite du Salon de l'habitat et de la construction à Conakry, cette première édition a été marquée par le concours des œuvres architecturales, un concours remporté par le groupe Écoquartier. Préparatifs des examens nationaux, encadreurs et élèves sont à pied d'œuvre pour régler les derniers points. Dans la commune de Matoto, les candidats seront confrontés d'abord aux examens blancs. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par le séjour de travail du président de la République à Malabo, en Guinée équatoriale. En marge de la cérémonie d'investiture, le professeur Alpha Condé a eu plusieurs entretiens avec ses homologues du continent, parmi lesquels le président du Sao Tomé et Principe. Les deux chefs d'État ont surtout discuté du renforcement des liens entre Conakry et Sao Tomé. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Après avoir rehaussé de sa présence la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Mbasogo, le président Alpha Condé a eu de nombreux contacts avec ses homologues du continent. Des contacts axés surtout sur l'intégration africaine. À l'image de cette rencontre du président Alpha Condé avec son homologue du Sao Tomé et Principe, les deux personnalités ont surtout échangé sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Sao Tomé. Plusieurs sujets de coopération ont été évoqués, entre professeur Alpha Condé et Manuel Pinto da Costa. Entre autres sujets, on note surtout l'agriculture, l'énergie et la santé. Ces nombreux entretiens du chef de l'État, ici à Malabo, témoignent du retour réel de la Guinée sur la scène internationale. Aujourd'hui, dans les grands rendez-vous du monde, la Guinée est toujours présente et figure d'ailleurs en bonne place. Tout cela grâce à la politique engagée par le président Alpha Condé pour sortir la Guinée de l'ornière. En tout cas, ces 2 jours de présence du président de la République, professeur Alpha Condé, dans la capitale équato-guinéenne pour prendre part surtout à la cérémonie d'investiture de son frère et ami, Obiangema Mbasogo, lui ont permis de nouer de solides contacts avec plusieurs personnalités du continent. Retour à Conakry pour parler de la coopération publique-privée. Les cadres du secrétariat de la plateforme du dialogue public-privé étaient au ministère de l'économie et des finances. Objectif, mieux expliquer le contenu du concept de dialogue entre le secteur public et le secteur privé guinéen. Le récit avec Alassane Diogobari. Le dialogue public-privé est une approche participative de bonne gouvernance économique encouragée et soutenue par la Banque mondiale. Pour faciliter ce dialogue, une plateforme est mise en place et pilotée par un secrétariat avec un objectif de placer le pays sur la voie de l'émergence. L'objectif de la démarche, c'est de la compréhension du public-privé dans le cadre justement de ce nouveau concept. Dialogue public-privé, ensuite le concept plateforme de concertation du secteur privé guinéen et enfin le Guinée Business Forum. Dans une économie de type libéral, il n'y a pas de développement sans apport du secteur privé. Dans ce contexte, le dialogue apparaît comme une culture de gouvernance économique destinée à améliorer le climat des affaires. Nous souhaitons que les réformes continuent et que l'action publique soit encore beaucoup plus visible sur le terrain et que les populations aient confiance aux réformes qui sont intervenues pour les encourager et les suivre. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements aujourd'hui grâce à leur apport, leur intervention, des enseignements riches et enrichissants qui nous donnent la force et qui nous donnent des initiatives salvatrices pour continuer de plus belle à accompagner les réformes au nom de l'action publique dans sa pluralité de dimensions. Loin d'être une autre structure fêtière d'un patronat guinéen, la plateforme du dialogue public-privé sert plutôt de facilitateur pour une meilleure compréhension entre les agents de l'administration publique et les acteurs du secteur privé guinéen.
Fin de séjour de MEDEF en Guinée, le patronat français retourne rassuré de plusieurs changements intervenus dans la sécurisation des investissements étrangers en Guinée. Une mission sanctionnée par un point de presse conjointement animé par le chef de la délégation du MEDEF et le directeur général de l'APIPA. Yaya Silla revient sur les points clés de cette rencontre. En séjour de travail en Guinée, la délégation du MEDEF a eu des rencontres avec des cadres de la sécurité, de l'énergie, de la santé, de la justice et de la formation professionnelle. Les échanges ont porté sur la possibilité d'investissement des entreprises françaises dans les différents secteurs. Au cours du point de presse, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés en Guinée s'est réjoui de cette visite de relance des investissements français après Ebola. Il y a de très bonnes pistes actuellement qui sont explorées, notamment dans le cadre de l'élevage, de l'agriculture, dans l'énergie, dans la formation. Et nous allons communiquer au fur et à mesure que ceux-ci deviennent de véritables projets qui vont aider au développement de la Guinée et à une croissance durable et inclusive. La France est le 4e partenaire commercial de la Guinée. Les investissements tournent autour de 250 millions de dollars. Les changements intervenus en Guinée rassurent les partenaires français. Les différentes rencontres que nous avons faites, et là je me fais le porte-parole des entreprises, nous ont conforté sur un vrai changement et une accélération de ce changement depuis quelques mois. À titre d'exemple, un entretien qui a été tout à fait précieux pour nous, à la fois avec Monsieur le ministre de la Justice, mais aussi avec les services fiscaux, puisque vous savez que ça fait partie des choses qui sont... On sent qu'il y a maintenant en Guinée un terrain de plus en plus favorable pour l'éclosion des talents, et cela suppose aussi qu'il y ait, et les entreprises ont tout leur rôle à jouer dans ce domaine, un accompagnement de formation, de qualification et le développement de programmes permettant d'avoir un vrai partage de compétences entre les compétences du secteur privé et de l'autre, les compétences d'un État qui doit de plus en plus être un État développeur, donc un État en mesure de travailler avec les entreprises. Avec cette visite des patrons d'entreprises françaises, la plateforme d'investissement s'agrandit entre Paris et Conakry. Je vous le disais au sommaire, le ministre de l'administration du territoire lève le voile sur certains dossiers brûlants de l'heure. Face à la presse, général Bourema Condé a apporté des informations liées à son département, notamment la question électorale, le contentieux UFR et les autres partis politiques, mais aussi la destitution du président de la délégation spéciale de Mamon, compte rendu Alia Kamara. Plus de 150 partis politiques sont actuellement agréés en Guinée. Certains de l'opposition ont récemment émis des griefs contre le parti de l'Union des forces républicaines. Le ministère de l'administration du territoire est saisi de l'affaire pour arbitrage. À l'occasion de ce point de presse, le général Bourema Condé précise qu'il ne revient pas à son département de statuer sur ce dossier. Le conflit dont il est question, c'est le problème de représentation dans les démembrements de la CENI. Alors, vous voyez un peu déjà, la CENI, c'est une institution de la République. L'administration du territoire est un accompagnateur, un partenaire technique de la CENI pour les questions électorales. L'administration du territoire désigne, au même titre que les partis politiques, des représentants dans les démembrements. Mais le contrôle institutionnel, le contrôle formel, le contrôle juridique de la composition des membres des délégations, n'est-ce pas, des démembrements de la CENI, franchement, ne relève pas de notre département. En plus de la question électorale, le dossier des délégations spéciales est évoqué. Le cas précis des Mamou a attiré l'attention des journalistes. Le président de cette délégation spéciale a récemment été démis de ses fonctions pour malversation financière. Qu'il fallait que
nous soyons saisis d'une correspondance de l'UFDG, qui a d'ailleurs en son temps sanctionné ce maire, c'est vrai. La réaction de l'UFDG, il faut le reconnaître ici, a été diligente et efficace. Ils ont condamné le secrétaire fédéral de l'UFDG, qui était donc le président de cette délégation spéciale, et ils ont approuvé ces sanctions. Ça, il faut le reconnaître. Mais il revenait à l'UFDG de nous saisir à nouveau d'une lettre pour dire notre président fautif pour tel et tel motif, nous proposons X ou Y, n'est-ce pas, pour le remplacer. À date, je n'ai pas encore ce courrier. Le ministre s'est également prononcé sur la situation des ONG qui évoluent sur le terrain, plus de 450 au total. Beaucoup d'entre elles violent le contenu des agréments qui leur ont été délivrés. Et puis, la Banque mondiale épaule de plus en plus le pouvoir législatif afin de le rendre plus fort. L'institution participe à la formation des députés pour favoriser la gestion axée sur les résultats. La démocratie, les pouvoirs publics et les procédures législatives sont quelques éléments abordés pendant cette session de formation. Reportage signé Mohamed Seyar Souma. Députés et administrations parlementaires améliorent leurs capacités sur les concepts démocratie, politique publique et procédures législatives. La dynamique consiste à les familiariser aux nouvelles méthodes de travail. L'objectif est de répondre à un rôle fondamental, le contrôle de l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale joue un rôle très important en matière de contrôle de l'exécution gouvernementale. C'est à cet égard qu'on a estimé nécessaire de renforcer les capacités des honorables députés pour leur permettre de mieux jouer leur rôle. Donc ce thème qui est là va couvrir 4 jours et au cours de ces 4 jours, les députés auront quand même un renforcement de capacité qui leur permettra d'être plus aptes à examiner les documents qui seront soumis par l'exécutif. Pour ce faire, la gestion axée sur les résultats devra être la finalité du processus. Une exigence des partenaires au développement avec l'implication des élus du peuple. Alors nous sommes en train de parler de politique publique axée sur la réduction de la pauvreté. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale au niveau à la fois de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de ces politiques. Cette formation est une tradition avec la Banque mondiale. L'année dernière, la stratégie de réduction de la pauvreté était le principal enseignement. En juillet 2016, il est prévu la formation sur des questions budgétaires. Dans l'arrière-pays, le concept de la réconciliation nationale fait débat à Mamon. Une conférence débat a réuni les fils et filles de Timbo autour de la situation sociopolitique du pays afin de comprendre ce qui freine l'unité nationale. Des propositions ont été formulées pour matérialiser la réconciliation nationale. Des précisions dans ce reportage d'Abdoulaye Ningilan de Diallo. Dans cette salle baptisée Mfamouri Kourouma de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, les filles et fils du Timbo ont engagé leur plan de communication autour des sujets d'intérêt national, à savoir réconciliation et unité nationale. Devant ces personnalités, les conférenciers ont exprimé leurs préoccupations face à la cohabitation sociale qui est un élément unificateur. Pour certains, la meilleure façon de réussir ce pari, c'est de privilégier le pardon. L'unité nationale, c'est un problème de tous les citoyens guinéens. Ce n'est pas simplement un problème du gouvernement ou un problème des partis politiques. C'est un problème, il faudrait que les citoyens aient envie de vivre ensemble et la foi. On ne peut pas faire l'unité nationale sans pardon. Donc on appelle tous les citoyens à accepter de pardonner et de se donner la main pour un avenir commun. Parce que c'est une vertu cardinale, c'est une vertu maîtresse, c'est une vertu sans laquelle l'être humain ne peut pas faire de progrès. C'est une vertu bien sûr religieuse, mais avant tout, c'est une vertu qui s'applique à construire le monde tel que le monde existe aujourd'hui. Parce que l'être humain fait toujours des erreurs. Et parce que nous faisons des erreurs, il faut que nous sachions pardonner. La promotion de l'unité nationale figure parmi les défis à relever que le gouvernement guinéen s'est fixé. Sur ce présidium,
d'éminentes personnalités se sont succédées pour appuyer l'appel du Haut Conseil des anciens du Timbo. Nous, Guinéens, n'avons aucune excuse de nous diviser, quelles que soient nos contradictions politico-ethniques et nos différences culturelles. Cette conviction est d'autant plus facile à comprendre que nos ancêtres, en des circonstances autrement moins aisées, en ont posé les premiers jalons. Le premier travail de la réconciliation, c'est d'aller vers ceux qui ne comprennent pas ce processus, ceux qui sont sceptiques vis-à-vis de ce processus, leur expliquer la nécessité de ce processus, parce que bien entendu, il est indispensable. La Guinée doit avoir l'audace de regarder son histoire. Un peuple qui n'a pas le courage de regarder son histoire est un peuple fragile. Nous devons avoir cette honnêteté, cette audace, cette détermination de la regarder, non pas pour pointer du doigt les uns et les autres, mais pour tirer les erreurs de notre passé. À travers cette initiative, les filles et fils du Timbo ont dans leur plan d'action d'organiser chaque année une rencontre de tel genre pour discuter des problèmes de la nation. Cette conférence de sensibilisation sur l'unité nationale annonce les couleurs de l'inauguration de la mosquée de Timbo, prévue vendredi prochain. À Conakry, le Forum des ressources humaines a clos ses travaux durant 3 jours. Le cabinet de l'Institut de perfectionnement et de renforcement de capacité a échangé et partagé des expériences avec les jeunes en quête du premier emploi. Des conférences, débats, expositions et recrutements ont ponctué ce forum, deuxième du genre dans notre pays. Ousmane Bangora, explication. C'est un forum intitulé « Une entreprise, un jeune ». L'initiative est du cabinet de l'Institut de perfectionnement et de renforcement de capacité, IPRC, en partenariat avec le département en charge de la jeunesse. C'est un espace d'échange et de promotion de l'employabilité des jeunes en Guinée. Des conférences, débats, présentations, expositions et dépôt des dossiers pour la présélection ont été entre autres activités de ce forum. Occasion pour les participants d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous avons reçu beaucoup de CV. D'ailleurs, j'ai dû faire un premier tri des premiers CV que j'ai trouvé intéressants. Et lors de l'entretien que j'ai eu avec ces jeunes, je leur ai donné beaucoup de conseils, notamment par rapport à la constitution de leur CV, comment présenter un CV. Et je les ai encore encouragés à se présenter, à postuler quand le programme sera lancé. Donc je pense que c'est une initiative qui est fortement encouragée et il faut remettre l'occasion pour les jeunes de rencontrer les futurs employeurs, de faire comprendre leurs préoccupations et aussi de comprendre les critères réellement d'emploi dans ces entreprises et dans quel cadre ils doivent développer leurs compétences pour être compétitifs. L'idée de cette deuxième édition du Forum des ressources humaines est soutenue et appréciée par les invités. L'objectif de la formation, c'est d'introduire des concepts nouveaux, notamment la gestion du temps, la fiscalité des salaires, l'environnement du travail, afin de permettre à ces chercheurs d'emploi de se familiariser avec les techniques de recherche d'emploi conformément à la réglementation en vigueur. Le Forum des ressources humaines, qui est une plateforme qualitative de promotion des ressources humaines en Guinée, c'est bien tenu cette année avec tous nos partenaires et donc je pense que c'est un plein succès et nous allons mettre maintenant le cap sur le Forum des ressources humaines 2017. Ce rendez-vous de donner et de recevoir entre chefs d'entreprise et chercheurs d'emploi est qualifié de succès. Cette année, la particularité de ce Forum des ressources humaines est la participation effective des jeunes. Plus de 500 CV déposés. La cybercriminalité, vous en avez entendu parler certainement. Le phénomène est devenu récurrent à travers le monde. En Guinée, le ministre des Postes et Télécommunications en a fait son cheval de bataille. Moustapha Mami Gabi a donné de larges informations sur ce fléau aux étudiants des universités de Conakry. Plus d'informations avec Moussa Komara. La semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique se poursuit à Conakry. Face aux étudiants, le ministre guinéen des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique tente d'expliquer les effets pervers de la cybercriminalité. L'anarque, la falsification des données, l'incitation au racisme, la pédopornographie ou encore l'apologie du terrorisme sont monnaie dans le cyberespace. Il y a malheureusement des
personnes mal intentionnées qui profitent des avancées technologiques, des avancées dans la mise en œuvre de ces facilités pour pouvoir les détourner à des fins illicites. Donc, nous profitons de cette semaine numérique pour sensibiliser les étudiants, sensibiliser les usagers quant aux dispositions qu'il faut prendre pour sensibiliser les parents, les frères et sœurs à la maison et bien entendu le cadre légal et réglementaire que le gouvernement entend mettre en place pour encadrer, protéger les usagers du cyberespace. Pour lutter contre ces fléaux en Guinée, 3 projets de loi sont annoncés. La cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et la sécurisation des transactions électroniques. Les participants venus des différentes facultés des sciences des universités de Conakry sont conscients de la montée vertigineuse de ce phénomène. Ils s'engagent tous à mettre leurs connaissances scientifiques au profit de la nation. Reconnaître les enjeux sur l'économie numérique, surtout si nous parlons des cas spécifiques de cybercriminalité, vraiment, j'ai compris de très grandes choses dedans. Toute chose qui a des avantages aura forcément des inconvénients. Mais moi, j'opte pour les avantages parce que j'ai plus besoin d'apporter du positif à mon pays que du négatif. La tenue d'une semaine de l'entrepreneuriat dans le numérique et le Web2 vise à promouvoir les nouvelles technologies comme levier de développement à l'image du secteur minier. Le projet Mamou Valley, par exemple, qui fait des chemins dans plusieurs pays africains, est présenté aux participants. Ce projet pourrait offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, selon les initiateurs. Hors de nos frontières à présent, une mission de l'EDG est en tournée dans la sous-région. Objectif, s'inspirer de l'expérience des sociétés d'électricité des pays voisins dans l'utilisation des compteurs à prépaiement. Sur le terrain, la mission se dit satisfaite de l'engagement des populations des pays visités. Dakar a constitué la première étape de cette tournée. Nabi Kamara, envoyé spécial de la RTG. C'est Dakar qui a constitué la première étape de la tournée de la mission de EDG dans 4 pays de la sous-région ouest-africaine, à savoir le Bénin, le Ghana, le Sénégal et le Togo. Objectif, s'inspirer de l'expérience de leur société d'électricité en matière commerciale à partir des compteurs à prépaiement. Nous avons dit qu'il faut sillonner ces pays voisins pour savoir comment ça se passe, et comment la population a accueilli ces compteurs à prépaiement. Est-ce que c'est bénéfique pour les ménages à faible revenu? Et au niveau des travailleurs, qu'est-ce que ça a amené comme une amélioration? C'est une mission qui a été initiée par l'administration générale de l'électricité de Guinée. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sénégalaise d'électricité a organisé une rencontre technique entre son staff commercial et la mission de EDG. Il a été question de la présentation de l'historique du projet prépaiement, son évolution, sa situation actuelle et le système de gestion des compteurs à prépaiement. La mission de EDG a été également conduite dans certaines agences de la Sénélec à Dakar pour comprendre mieux leur relation avec les clients d'une part et d'autre part recueillir l'avis de ces clients sur l'introduction des compteurs à prépaiement dans la consommation de l'énergie électrique au Sénégal. Avant, je paye plus que maintenant, parce que maintenant je donne ce que j'ai. C'est important, parce qu'on ne m'oblige pas à dire que tu vas payer comme ça, parce que c'est ça que tu as consommé. J'achète ce que j'ai, c'est simple. C'est ça qui est plus avantageux que l'autre. Avec le compteur prépayé, je n'ai pas de problème, c'est moi qui gère mon courant. Avant, on avait des problèmes de paiement, chaque fois on nous envoie des factures qui ont trop, tout ça. Finalement, maintenant, j'ai décidé de prendre le compteur prépayé. Avec ça, je n'ai pas de problème. Au début, moi, je ne paye que 80 000 francs chaque 2 mois. Actuellement, j'achète 15 000 francs de crédit et j'utilise ça pour 2 mois et 15 jours. Donc, il y a une très grande différence. C'est en 2005 que les compteurs à prépaiement ont été introduits au Sénégal par la Sénélec. Et puis, préparatifs des examens nationaux, encadreurs et élèves sont à pied d'œuvre pour régler les derniers points. Mais avant d'affronter les examens réels, les élèves passeront d'abord le test communément appelé examen blanc. Dans la commune de Matoto, le directeur communal de l'éducation a fait la dernière mise au point avec les délégués scolaires et les chefs d'établissement. Fatmatou Diallo, Sidik Souma. L'année scolaire tire vers sa fin.
L'heure est aux évaluations. À la direction communale de l'éducation de Matoto, les encadreurs se préparent activement pour les examens. En témoigne cette rencontre. Les examens blancs sont des évaluations qui permettent de jauger le niveau des élèves. Pour son bon déroulement, le DCE donne les dernières instructions aux délégués scolaires. Les instructions données aux délégués, c'est de donner un caractère communal au déroulement de ces examens, parce que nous avons fait des sujets communaux au niveau de toutes les écoles, au niveau de tous les profils. À l'entrée en certains BPC, baccalauréat, public et privé, ils vont composer dans les mêmes matières. Et la correction, la surveillance, un élève par table banc, et 2 surveillants par salle de classe. La correction sera faite sur place par une autre équipe qui sera détachée pour ça. Et à partir de 30, nous avons demandé de nous déposer les résultats. Mais le déroulement proprement dit des examens sera supervisé par les responsables de la DCE à partir de lundi. Pour la réussite effective des examens, les sujets seront les mêmes pour les 895 établissements scolaires de la commune de Matoto. L'harmonisation des sujets sera accompagnée par la mise en place d'un secrétariat et la numérisation des résultats. Dès après les examens qui vont prendre fin le 26 mai, déjà une équipe est sur place dans toutes les écoles de la commune pour faire la correction de façon simultanée. Et chaque épreuve passée aujourd'hui, le lendemain, on procède à la correction. Et aussitôt, il y a une équipe qui est sur place qui met justement toutes les notes des enfants obtenues par matière au niveau des ordinateurs. Parce que chaque établissement maintenant là a un ordinateur. L'inspection régionale de l'éducation de Conakry a déjà fixé la date. À présent, les échos du Salon de l'Habitat et de la Construction au Palais du Peuple. Le salon a été marqué par le concours des œuvres architecturales présentées par 4 groupes de jeunes étudiants. Il était question de produire un habitat écologique et durable. C'est le groupe Écoquartier qui a remporté le premier prix du SIACO 2016. Mohamed Lamine Camara pour plus de précisions. Salon international de l'habitat et de la construction SIACO 2016 de Conakry, plusieurs activités sont au rendez-vous. Au-delà de l'exposition des produits immobiliers et des conférences débats, le talent des jeunes étudiants en architecture est jaugé. 4 groupes venus des instituts supérieurs d'architecture de la capitale ont tour à tour présenté leurs projets. Il s'agit de réaliser un habitat écologique et durable. Des vidéos sur les techniques de créativité d'une villa verte ont émerveillé l'assistance. À l'issue de ces présentations, le groupe Écoquartier de l'Institut Suparchi de Lambagny est déclaré vainqueur du premier prix du concours SIACO. Je suis comblé de joie. Moi et mes collègues, ils ont travaillé dur pour ça. On remercie le SIACO, on remercie le jury. Grâce à vous, on va pouvoir montrer au monde entier qu'on peut faire des projets durables et respectueux de l'environnement. À travers ce salon de Conakry, de nouvelles compétences d'architectes sont découvertes. Pour les experts guinéens en la matière, la relève est en passe d'être assurée. C'est vraiment un avenir pour nous parce que ces instituts-là sont en train de former des jeunes. Ils constituent alors un vivier, un terreau important pour l'avenir de ce pays en matière de conception architecturale. L'organisation de ce tout premier salon de Conakry permet de valoriser les produits immobiliers guinéens. Elle se fixe également pour objectif de montrer à la face du monde l'expertise des jeunes talents issus des institutions d'enseignement supérieur du pays. Célébration de la Journée internationale de la biodiversité, la ministre de l'Environnement interpelle les populations sur les menaces qui pèsent sur les écosystèmes en Guinée. Célébré le 22 mai de chaque année, cet événement est une opportunité pour les acteurs de l'environnement de solliciter une meilleure prise en compte de la gestion de la biodiversité, fortement menacée aujourd'hui par les changements climatiques. La déclaration de la ministre Christine Sagnon est commentée par Mamadou Alpha Baldi. Le 2 mai, le monde célèbre la Journée internationale de la diversité biologique. En Guinée, l'événement ne passe pas inaperçu. En 1993, le pays a été le 2e en Afrique à ratifier la Convention sur la diversité biologique tenue à Rio de Janeiro. Indispensable au bien-être social, la diversité biologique joue un rôle remarquable dans l'équilibre écologique de notre environnement. L'état de référence de la biodiversité du pays présente une diversité écosystémique, une diversité spécifique en flore et en faune, et une diversité en gènes qui sont
très remarquable à l'échelle régionale et internationale. C'est dans ce contexte qu'une évaluation de la valeur des biens et services écosystémiques de la réserve naturelle de Kounoukang à Fourikaria a montré que la diversité biologique guinéenne fournit 22 services de régulation, 11 services d'approvisionnement ou biens écologiques, 2 services ontogéniques et 17 services socio-culturels. La Guinée compte par exemple la plus importante réserve de population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest avec plus de 100 000 répertoriés. Elle abrite aussi de nombreuses espèces endémiques. Face aux multiples menaces qui pèsent sur la diversité biologique, une meilleure prise en compte du sujet dans les politiques de développement est souhaitée. Pour l'année 2016, le slogan de la Journée internationale de la diversité biologique est « Intégrer la biodiversité pour préserver les hommes et leurs moyens d'existence ». Ce slogan invite les parties à la Convention sur la diversité biologique à une meilleure analyse des enjeux de la gestion de la biodiversité et à l'élaboration d'instruments d'orientation sectorielle et intersectorielle plus efficaces pour sa préservation en Guinée et en vue d'inverser positivement la tendance actuelle de sa gestion. Pour le bien-être des populations guinéennes, la dite convention nous appelle à prendre davantage en compte l'intégration de la biodiversité dans la priorité nationale. À l'occasion de cette journée, le département de l'environnement prévoit une rencontre d'échange sur la diversité biologique avec les professionnels de médias. Justement, en parlant des changements climatiques, le fleuve Niger paye aujourd'hui un lourd tribut à ce fléau. Le vénérable Niger, qui arrose 9 pays de la sous-région, se trouve dans une dégradation très poussée. L'instablement constaté réduit considérablement le lit de fleuve. La situation interpelle les autorités et les défenseurs de la protection de l'environnement. C'est le cri de cœur de notre reporter Fodé Bangal Fofana. Le fleuve Niger est en souffrance. Le lit du cours d'eau est en train de s'affaisser progressivement. Cette dégradation très poussée est due à l'action anthropique de l'homme, notamment la coupe sauvage du bois, la construction des fours à briques le long des berges et la culture aux abords du fleuve. Je suis né à Djelibakou ici. À l'époque, la manière l'eau restait dans le flot. Et maintenant, là, avec l'assablement, là, on n'a pas assez d'eau maintenant. Et on trouvait beaucoup de poissons à l'époque par rapport à maintenant. Là. Donc, on a su que vraiment, avec l'assablement, là, on ne peut plus vivre. Et notre vie dépend d'ici maintenant. La population est maintenant consciente que vraiment la carrière peut provoquer la dégradation du fleuve. Comment sauver ce fleuve nourricier qui arrose 9 pays de la sous-région, dont la Guinée, notre pays, où il prend sa source? Nous sommes dans un projet aujourd'hui. Ça, c'est la réponse à notre projet, que si des mesures idoines ne sont pas prises, puisque cette dégradation est souvent due à l'action anthropique de l'homme. Donc, c'est ainsi que le gouvernement malien a signé un protocole d'accord avec la Guinée pour pouvoir mener conjointement le projet dans les deux pays. Puisque la Guinée étant à l'amont de ce projet, si la Guinée ne fait rien, les autres pays qui sont en aval vont sentir l'étiage sévère. C'est pourquoi nous interpellons toute la population guinéenne et malienne pour que des mesures soient prises afin que ce fleuve-là, qui gravite autour de 9 pays, puisse être sauvé. Il faut une prise de conscience. Il faut que chacun sache qu'il a une responsabilité face à la situation en face et qu'il a un rôle à jouer.
Avec l'appui technique et financier du Royaume des Pays-Bas, les gouvernements de la Guinée et du Mali ont conjointement mis en œuvre les phases successives du projet GIRES, gestion intégrée des ressources en eau du Niger supérieur. C'était de 2004 à 2010. Au vu des résultats de ce projet, un protocole d'accord a été signé le 8 mai 2015 par les deux parties pour la mise en œuvre du projet appui au programme de développement durable du delta intérieur du Niger et programme de renforcement de la gestion intégrée des ressources en eau qui vient d'être lancé. Fini ce journal, un grand merci de nous avoir choisis. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. À demain pour une nouvelle édition.